Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de partager cet après-midi avec nous. Comme vous le voyez, nous allons donc participer 1 heure ensemble à une table ronde interactive. Vous aurez la possibilité de poser des questions autour de ce sujet qui est particulièrement dense. Peut-on s'engager avec nuance ? Une question loin d'être évidente à l'époque où les médias semblent privilégier ce qu'on appelle le buzz, le clash, les positions fortes, tranchées, et où certains politiques confondent nuance avec ambiguïté. Le 7 octobre d'ailleurs et les jours qui ont suivi en ont été la parfaite illustration. Je crois on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Donc voilà, c'est une expression de la radicalité en tout genre qui s'exprime. Dans un même temps, il faut le dire, la nuance n'a jamais été aussi à la mode. Il faut voir ces livres, ces essais d'intellectuels, de politiques parfois, qui la prônent, la revendiquent. C'est une manière de prendre de la hauteur, d'observer les choses justement avec un recul. Alors, est-ce que l'engagement doit être forcément nuancé ? Doit-il être parfois absolu ? C'est les questions qu'on va se poser. Nous allons profiter pour ça des analyses de nos 4 intervenants de qualité, dont les parcours, vous le verrez, se complètent. D'abord, Monsieur Xavier Driancourt, diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie à 2 reprises, 2 périodes particulières, on reviendra là-dessus, auteur entre autres de L'énigme algérienne. Shannon Seban, élue municipale de Roigny-sous-Bois, présidente du parti Renaissance en Seine-Saint-Denis. Et puis Hassan Chalgoumi, imam, président de la Conférence des imams de France. Et enfin Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, que l'on retrouve régulièrement dans les médias. Pour commencer, nous allons ouvrir le bal avec Xavier Driancourt. Vous êtes un diplomate engagé, on le sait, un paradoxe, peut-être même un oxymore pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exercice d'équilibriste ? Comment peut-on être un diplomate engagé quand on occupe une fonction qui ne semble rimer qu'avec nuance ? Oui, d'abord, je dirais que la diplomatie, c'est une forme d'engagement, parce qu'on peut être pour ou contre l'Europe, comme le disait ce matin le ministre Montebourg, on peut être pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre Israël, pour ou contre la Palestine. Voilà, c'est une forme d'engagement. Mais, vous avez raison de le rappeler, la diplomatie, c'est aussi le choix des mots et le choix de la nuance. C'est-à-dire qu'il faut... On dit souvent, ou on a dit dans le passé, je me souviens, quand Mme Alliot-Marie était éphémère ministre des Affaires étrangères, quelqu'un lui avait rappelé que le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère de la parole. Alors c'est vrai, c'est le ministère de la parole parce que ça ne gère pas de crédit. Les diplomates, ils parlent, ils font des comptes rendus et ils rapportent. Mais c'est important, le choix des mots est important et il faut de la nuance. Alors je donne quelques exemples, mais récents ou plus anciens. Quand Emmanuel Macron, qui était candidat à ce moment-là, va en Algérie et dit la colonisation est un crime contre l'humanité, bon, il fait un choix, il s'engage politiquement, mais ça manque de nuance, parce que la référence au crime contre l'humanité, c'est la référence à la Shoah, c'est la référence au procès de Nuremberg, et ça lui a été reproché d'avoir utilisé cette expression, et ensuite, il a changé de formulation, il a dit un crime contre l'humain, ça a été une barbarie, quoi. Il a nuancé effectivement son premier propos. Quand Mme Alliot-Marie, en 2011, heureuse, elle a dit mais tout ça c'est pas grave, on va envoyer nos policiers et notre savoir-faire en matière de maintien de l'ordre. Il est évident que ça manquait de nuances et que ça a eu des conséquences, et d'ailleurs elle a quitté ses fonctions quelques jours ou quelques semaines après. En remontant plus loin, la dépêche d'Ems, bien connue de Bismarck en 1870, volontairement, c'était une dépêche provocatrice, c'était un communiqué, on dirait aujourd'hui, provocateur, dans lequel le choix des mots était important, et ça a provoqué effectivement la guerre de 1870. Donc,
c'est un engagement, la diplomatie, c'est un engagement pour lequel il faut avoir de la nuance. Et puis, je dirais aussi qu'il faut éviter deux choses. D'abord, trop de nuances, on tombe rapidement, on peut tomber dans la langue de bois ou dans l'eau tiède. Et beaucoup de diplomates, beaucoup de collègues, beaucoup de communiqués internationaux, de comptes rendus de conférences internationales donnent un peu dans l'eau tiède ou dans des formules toutes faites. On va faire nos meilleurs efforts pour aboutir à des résultats positifs, etc. Donc il faut éviter l'eau tiède ou la langue de bois. Et il faut éviter aussi, je dirais, l'ambiguïté. La nuance, ce n'est pas l'ambiguïté. Et là encore, un exemple connu, j'en parlais ce matin avec notre ami Boualem Sansal. De Gaulle, en 1958, quand il a parlé, quand il a prononcé cette phrase « Je vous ai compris » sur le forum d'Alger, c'était de la nuance, mais c'était une forme d'ambiguïté. Chacun voyait ce qu'il souhaitait dans cette formulation. Je vous ai compris. Les Pieds Noirs avaient compris une chose, le FLN avait compris autre chose, les militaires avaient compris encore autre chose. Donc voilà, oui, c'est pour répondre à la question qui est posée. On peut s'engager avec nuance, mais encore une fois, il faut faire attention aux limites et au maniement de la nuance. On est entre nous, hein, on est à Saint-Raphaël. Est-ce que vous pouvez nous faire une confidence? Est-ce qu'on vous a parfois reproché vos convictions lorsque vous étiez en activité? Vos convictions affichées au sens de l'engagement? Oui, mais on m'a reproché parfois de dire les choses trop clairement ou trop fermement. Oui, ça m'est arrivé lorsque j'étais aussi bien en Algérie, où j'ai dit un certain nombre de choses qui m'ont valu d'être convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Et la convocation d'un diplomate, c'est l'injure suprême avant le rappel. Donc j'avais été convoqué pour avoir dit publiquement que la nomenclature algérienne usait et abusait d'un certain nombre de facilités avec les visas pour venir en France. Alors ça n'avait pas plu et j'avais été convoqué. Et à Paris, dans des fonctions parisiennes, effectivement, j'ai parfois dit des choses qui ne plaisaient pas à un certain nombre de collègues. Mais on ne m'en a jamais voulu, apparemment. Et sous le règne de M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, j'ai été le seul directeur général à rester en poste pendant les 5 années de son mandat, alors qu'il avait viré tous les directeurs. Donc voilà. Dernière question avant de faire tourner la parole. Est-ce que, on l'a dit, hein, la diplomatie, c'est la nuance, c'est une forme de nuance. Ça, du moins, c'est notre définition. On a l'impression que certains pays n'ont pas la même. On citait l'Algérie. L'Algérie, dans ses prises de position publiques, ne semble pas être particulièrement nuancée. Donc, la diplomatie nuancée, c'est un concept occidental. Comment vous analysez des paroles plus engagées qui devraient être normalement diplomatiques? La langue de la diplomatie algérienne, comme la langue de la diplomatie russe, ne donne pas dans la nuance, effectivement. Et ils disent les choses et parfois ils disent des contre-vérités. Mais nous-mêmes, vis-à-vis de l'Algérie, ou en tout cas actuellement vis-à-vis de l'Algérie, je crois que nous faisons fausse route. Je le disais ce matin au ministre Montebourg. Et quand la semaine dernière, le président de la République a envoyé un message de félicitations chaleureux en même temps que Bachar el-Assad et Erdogan au nouveau président élu, Tebboune élu avec 95% des voix, il y avait l'absence de nuance évidente. On ne félicite pas quelqu'un qui a été élu avec 95% des voix. Shannon Seban, vous êtes une femme politique, une femme engagée. L'engagement, on le dira certainement au cours de cette heure, ce n'est pas forcément le militantisme, hein, c'est une autre forme d'expression de ses convictions. Est-ce qu'il y a une place pour la nuance aujourd'hui en politique ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je crois que pour répondre à votre question, chère Rachel, non seulement il y a une place aujourd'hui pour la nuance en politique, mais cette place, elle est nécessaire et il doit y avoir aujourd'hui de la nuance dans le débat, qu'il soit d'ailleurs politique, mais pas que.
quand j'ai été invitée à participer à cette table ronde avec la question peut-on s'engager avec nuance, j'ai été assez surprise de prime abord parce que la question en elle-même, si on la décortique, elle implique qu'il n'y a pas d'engagement possible, qu'il n'y a pas d'engagement efficace sans nuance. Alors de prime abord, c'est extrêmement surprenant, il y a beaucoup de radicalité dans une telle approche. Mais quand on regarde aujourd'hui l'état du débat public, qu'il soit d'ailleurs politique, associatif, économique ou autre, on a l'impression que faire preuve de nuance, c'est effectivement faire preuve de langue de bois, faire preuve d'ambiguïté, c'est manquer de conviction, c'est faire preuve de tiédeur. Et donc on considère que si engagement il doit y avoir, eh bien cet engagement doit être radical. Alors si on s'en prend à la définition des termes en eux-mêmes, bon, ça peut se comprendre. L'engagement, c'est mettre en gage une partie de soi. C'est endosser une certaine responsabilité, c'est faire don de soi au service d'une cause, d'un collectif, et donc effectivement accepter de dépasser son individualisme. Et donc partant de là, effectivement, on peut comprendre que, bon, on ne va pas faire preuve de nuance, je donne de moi-même, je donne de ma personne, je donne de mon temps, j'ai le droit de faire preuve d'une certaine détermination dans les propos que je vais tenir. Et quand on s'attache à la définition de la nuance, qu'est-ce que c'est ? Tout dépend du sujet dont on parle. En peinture, c'est le passage d'une teinte à une autre pour trouver une harmonie. En musique, pareil. On passe d'un accord à un autre pour trouver une certaine harmonie. Mais dans le débat, qu'est-ce que la nuance ? Dans le débat politique, en l'occurrence, c'est accepter de trouver le juste milieu, de faire preuve de compromis, d'accepter d'entendre, de comprendre et d'avancer avec des convictions qui sont différentes de la nôtre. Et bien aujourd'hui en politique, on voit bien qu'on est dans un paysage où on a une certaine... on a une polarisation identitariste du débat, une certaine radicalité dogmatique, et on préférera toujours aujourd'hui un adversaire à un contradicteur loyal. On a l'impression aujourd'hui qu'il vaut mieux combattre que débattre. Et j'en ai fait les frais, effectivement, vous le rappeliez, dans diverses expériences politiques. Et je crois que si on prend un petit peu de recul, pour répondre à cette question, oui, aujourd'hui, on peut s'engager avec nuance, mais tout dépend du sujet. Et c'est là où je vais faire preuve de nuance dans ma réponse. On peut faire preuve de nuance et on doit même s'engager avec nuance quand il s'agit d'avancer dans l'intérêt d'une cause, et je pense notamment au Parlement européen. Parlement européen, vous avez 27 États membres qui siègent tous au sein des institutions européennes avec leur propre culture politique, leurs propres problèmes économiques, leur propre situation démographique, des enjeux qui sont différents. 27 États membres, 27 situations différentes, et pourtant le Parlement européen, j'étais à Bruxelles il y a quelques jours et j'ai encore pu le mesurer, c'est un environnement qui est cosmopolite et où la culture du compromis est la norme. Donc là, oui, c'est possible et c'est même un devoir. Mais vous avez certains sujets, en revanche, où l'engagement et la nuance ne sont pas compatibles. Et je pense ici, par exemple, aux valeurs de la République. Moi, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui négocier sur le maintien des valeurs de la République, sur le maintien de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ou encore sur le maintien de la laïcité. Un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Hassen Chalgoumi, qui est d'ailleurs présent sur cette table ronde. Là-dessus, on ne négocie pas. On ne négocie pas, par ailleurs, quand il s'agit de condamner avec la plus grande fermeté les actes racistes, antisémites, anti-musulmans, xénophobes, homophobes. Là-dessus, on ne peut pas négocier et on ne peut pas s'engager avec nuance. Quand après le 7 octobre, vous le disiez à très juste titre, on a eu une multiplication des actes antisémites dans notre pays, mais qu'on avait certains responsables politiques qui osaient affirmer haut et fort un « oui, mais », c'est inacceptable. Et là-dessus, il n'y a pas de nuance possible. Il n'y a pas de nuance possible parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tolérer qu'une jeune fille soit violée dans l'ouest de Paris parce que de confession juive. On ne peut pas tolérer aujourd'hui de la même façon qu'une mosquée soit attaquée parce que c'est une mosquée et parce qu'on vise in fine la communauté musulmane. On ne peut pas accepter, comme c'était le cas ici dans le sud, pas très loin d'ici à Nice, qu'une église soit saccagée. On ne peut pas aujourd'hui accepter que les valeurs les plus fondamentales soient attaquées dans notre pays.
Tout comme on ne peut pas accepter qu'une personne de couleur noire soit discriminée en raison de sa couleur de peau. Tout comme on ne peut pas accepter qu'un jeune homme soit tabassé, comme c'était le cas il y a quelques jours, parce qu'il est homosexuel. C'est inacceptable. Et donc moi, je crois que là-dessus, effectivement, il n'y a pas de nuance possible. En revanche, il y a aujourd'hui une nécessité de reconsidérer cette notion de nuance. Et je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels on doit pouvoir dépassionner le débat. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais j'ai été candidate aux élections législatives il y a quelques mois, après avoir été candidate aux élections européennes, dans une circonscription qui n'était pas la mienne. Et j'ai accepté effectivement de m'être présentée dans un département dans lequel je ne suis pas née, dans un département dans lequel je ne suis pas élue, dans une ville, dans une circonscription que je ne connaissais pas, mais pour affronter une personnalité politique qui, à mon sens, refusait la nuance. Et je me suis présentée, pour ne pas la nommer, face à Madame Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, avec un objectif qui était très clair, effectivement, c'était de montrer qu'aujourd'hui, on peut faire preuve de nuance et on doit faire preuve de nuance dans un engagement politique. Quand on est responsable politique, si on tombe dans la radicalité qui est promue par les extrêmes, je crois que c'est contre-productif. Et je vais vous donner un exemple. Il y a certaines causes pour lesquelles on doit s'engager avec nuance. Non pas que ce soit une possibilité, c'est un devoir. Un exemple frappant, la désobéissance civile, qui est un mode de militantisme qui considère que la radicalité la plus absolue permet d'obtenir des résultats, et notamment dans le domaine de l'écologie. On a aujourd'hui des militants écologistes, des activistes, qui prétendent défendre la cause écologique en saccageant des méga-bassines, en bloquant des voies d'autoroute et même en dégradant des tableaux, comme c'était le cas à Londres avec les tournesols. D'ailleurs, ces 2 militantes ont été condamnées au cours des dernières heures. Eh bien ça, moi je crois que c'est contre-productif. Et que si on veut embarquer le collectif en faveur du combat écologique, pour justement agir en faveur de l'écologie, eh bien il faut faire preuve de nuance. Collectivement, je vous pose la question ici dans cette salle. Est-ce que vous avez envie de vous engager en faveur de l'inaction climatique quand on bloque des voies d'autoroute, quand on saccage des méga-bassines et quand on dégrade la Joconde au Louvre? Non. Non, c'est contre-productif. Et donc là, oui, il faut pouvoir dépassionner le débat, prendre du recul, accepter la contradiction pour embarquer le collectif. En un mot, quand on se présente, quand on est face à Mathilde Panot, vous l'avez dit, est-ce que la nuance paye? Ah preuve en est non, puisque je ne suis pas députée de la 10e circonscription du Val-de-Marne et que j'ai fait les frais à la fois physiquement et psychologiquement d'une campagne extrêmement terrible, parce que je crois qu'en me lançant dans cette campagne de 2 semaines, je ne mesurais pas, pour être complètement transparente avec vous, et avec quelques mois de recul maintenant, l'adversaire auquel je me mesurais. C'est une machine qui est extrêmement bien rodée, la France Insoumise, et je mets des mots sur des mots ici, et ces paroles n'engagent que moi, mais c'est un parti qui salit notre démocratie, qui piétine nos institutions, ces élus qui arborent aujourd'hui une écharpe tricolore salissent les valeurs de notre République, puisqu'ils ne respectent pas la République, ils cherchent tout simplement à la déconstruire. Et donc moi, naïvement, peut-être, j'ai voulu effectivement, tout en sachant bien évidemment que je n'allais pas être élue, prouver qu'aujourd'hui, on peut prôner un discours de paix et on peut prôner un petit peu de nuance dans le dialogue et dans le débat politique si on veut pouvoir avancer au service des Français. Malheureusement, au bout d'une semaine de campagne, parce que de confession juive, j'ai été attaquée à la fête populaire d'Ivry-sur-Seine sous les cris de « dégage, sale sioniste ». Donc parce que je m'appelle Shannon Seban, cela signifie donc que je suis juive, j'ai dû malheureusement l'accepter, et ça veut dire que je suis sioniste et donc contre la création d'un État palestinien, contre une solution à 2 États au Proche et Moyen-Orient. Et ça, je ne l'accepte pas. Parce que j'ai dû brandir mon programme comme si je devais me justifier pour dire « mais regardez, c'est inscrit dans mon programme. Je défends la reconnaissance d'un État palestinien, je suis pour un cessez-le-feu, tout comme je suis pour une libération des otages. » Mais non. Malheureusement, on voit bien aujourd'hui que l'antisionisme est manifestement le nouveau visage de l'antisémitisme. Et donc, j'ai déposé plainte, j'ai porté plainte. Et j'ai même dû me poser la question de est-ce que je vais continuer et est-ce que pour ma santé physique, pour mon intégrité physique, je ne risquais pas ma vie.
mais le combat était trop beau à mener et j'ai décidé d'aller au bout de cette campagne. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois devant cette salle mon ami Hassen Chalgoumi qui a accepté de venir me soutenir à Ivry-sur-Seine pour ma réunion de fin de campagne sur une thématique qui était volontairement bien choisie, qui était la défense des valeurs de la République et le respect de la laïcité face aux prêcheurs de haine. Et donc oui, je crois qu'en politique, en l'espèce, il ne faut pas faiblir. Il ne faut pas céder, il ne faut pas reculer face à celles et ceux qui cherchent à éteindre les valeurs de notre République et continuer à les faire triompher. Alors parfois à ces risques et périls, je l'admets, mais croyez-moi, je suis plus que jamais déterminée pour continuer. Merci. Hassen Chalgoumi, je vais vous donner la parole. Vos analyses tranchées, vos convictions affichées, notamment autour des valeurs de la République, aujourd'hui vous valent d'être placé sous protection. Vous êtes menacé, votre famille également. Ce sont les conséquences de votre engagement. Merci. Vous savez, l'engagement, c'est... oui, il faut être engagé dans un sens très positif, équilibré, mais il y a des moments, ça dépend. Quand les moments durent, quand les moments il faut trancher que l'islamisme, c'est pas l'islam, quand il y a des barbares criminels qui tuent au nom de ma religion, on ne peut pas jouer ou faire ou dire des déclarations qui sont équilibrées. Il faut trancher. Et je pense que le manque d'être clair, c'est ça qui a fait émerger des partis extrême droite et extrême gauche. Parce que quand on mélange avec un discours victimaire qui nourrit la haine et la victimisation, au lieu de donner un sens responsable à cette jeunesse qui vit en France, ça je trouve que c'est important. Et de l'autre côté, malheureusement, l'extrême droite, il nourrit par la peur et en profitant de la situation de cette minorité islamisme, bien sûr, c'est clair pour moi d'être clair, de nier, de dénoncer, de dire que l'islamisme, c'est pas l'islam. Et la majorité des musulmans, ils vivent pleinement leur liberté, leur égalité, leurs devoirs, leurs droits en France. Ils ne sont pas victimes en même temps. Et de l'autre côté, on ne peut pas faire la peur au niveau de ça. La réaction, vous savez, je défends énormément le mieux vivre ensemble entre juifs et musulmans. Ça veut dire que j'abandonne la Palestine. Je suis un homme qui est pour 2 États. Je suis un homme qui a dénoncé le 7 octobre. Parce que si on veut voir que la guerre Israël-Hamas, c'est ça cette guerre le 7 octobre, on a mal compris. Le 7 octobre, le monde est divisé en 2. Si on a cette vision, 2 mondes divisés, plus que le 11 septembre. Aujourd'hui, où on est de côté pour la paix et dénoncer cette minorité de l'islamisme qui menace notre société, moi je l'appelle le poison. J'ai un livre, il vient de sortir, Libérons l'islam de l'islamisme. C'est mon rêve. C'est le rêve. Et si ce rêve-là, il ne se réalise pas sur une terre laïque comme celle de la France, qu'elle a su séparer le pouvoir de la religion, je trouve nulle part on va trouver un islam de lumière. Et ça, mon engagement, la nuance, on essaie d'être équilibré, mais il y a des moments où il faut être clair et tranché. Est-ce que l'islam accepte la nuance ? Est-ce que l'islam accepte la nuance ? L'islam en général, vous savez, si on va comprendre que la religion musulmane, il a un seul avis, on se trompe. Il y a plusieurs écoles dans l'islam, il y a plusieurs voies, plusieurs interprétations. Et ça, c'est sa richesse aussi. 14e siècle, l'islam en Indonésie, ce n'est pas l'islam de Maroc. L'islam en Iran, ce n'est pas l'islam de Tunisie. L'islam aux Émirats arabes unis, ce n'est pas l'islam de l'Afghanistan. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lectures. Et c'est là qu'ils acceptent. Après, il y a des lectures qui sont rigoristes, en contradiction avec les valeurs humaines, avec la valeur de la République. Et ça, c'est la force de la République. Mais si la République, elle est faible, elle accepte l'islamisme et les frères musulmans avec la complicité des partis politiques, ça, c'est pas la faute de l'islam. Ça, c'est la faute de pouvoir de certains villes élus ou d'autres. Je trouve que l'islam, bien sûr, il accepte cette vision de pluralité et d'avis différents. On l'a dit, hein, votre engagement aujourd'hui, vous le payez fort. Vous êtes sous protection, votre famille est menacée. Est-ce que parfois il vous arrive de regretter vos engagements et l'expression de vos convictions ? Est-ce que parfois c'est trop lourd ? Assez lourd, vous savez. S'il y a 20 ans, peut-être, j'ai eu un flash de voir mon avenir dans 20 ans, je pense que je vais réfléchir énormément.
mais surtout mes enfants. C'est ça qui est le plus dur. Pour un père, ses enfants, je remercie qu'ils sont réussis maintenant et bientôt ils terminent leur diplôme, ils sont à l'étranger, et de le voir très rarement dans l'année, juste seulement pour qu'ils restent en vie. Et que mon combat qui m'engage moi-même, parce qu'il me manque cet engagement. C'est ça qui me fait mal aussi. Cette société, majorité silencieuse, qu'elle laisse gangréner l'islamisme. 3 défis pour nous. L'islamisme, l'extrême gauche et l'extrême droite. Aujourd'hui, peut-être le danger immédiat, l'islamisme avec la complicité de certains de l'extrême gauche. C'est la vérité qui ramène cette haine. En même temps, l'extrême droite, tellement on est piégé entre les deux, entre l'islamisme, entre les personnes qui nous accusent d'être islamistes, on est obligé d'être justifié. Bien sûr, le prix, je le paye très cher, ma famille le paye très cher, mais je ne baisserai jamais les bras. Il faut continuer. Les menaces sont à vie. Salman Rushdie, le pauvre, il y a 35 ans, il l'a menacé. Il l'a payé à New York même. Il ne l'a pas payé à Bagdad ou en Inde. Et à New York, ils ont su comment l'attaquer. Aujourd'hui, il faut continuer jusqu'à mon rêve soit réalisé, un islam de lumière et en même temps aussi compatible avec la République. Dernière question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression d'être davantage soutenu aujourd'hui qu'au début, lorsque vous avez commencé justement à vous exprimer? Est-ce que vous avez plus de soutien, moins de soutien qu'avant? Est-ce que les gens ont davantage peur aujourd'hui qu'hier? Est-ce que vous vous sentez seul ou au contraire entouré? Vous savez, être soutenu, il faut croire à notre combat, à mon combat, à la mienne surtout. Après, les politiques, ça dépend de leur intérêt. C'est triste de le dire. Ça dépend de leur vision. Je suis soutenu par les citoyens, ça. Je reçois tous les jours ça. Et en même temps, je ne comprends pas l'attitude de la majorité silencieuse qui comprend un peu l'enjeu, surtout sur les réseaux sociaux. Cette haine délivrée par une minorité. Pourquoi on a peur de s'engager? Parce qu'on a peur de perdre nos places, par peur d'être menacé, insulté, critiqué, embêté aussi. Mais pardonnez-moi, on est dans le même bateau tous. Jusqu'à quand on ne réagit pas? Jusqu'à un moment, il y aura la confrontation sur la réalité. Il faut s'opposer, il faut s'engager, il faut avoir le courage de dire les choses, il faut s'expliquer. Et je remercie quand même, il n'y a même pas 2-3 semaines, j'étais à l'Élysée. J'ai vu le président de la République, le directeur de cabinet, la conseillère qui s'occupe de ça. Il y a l'écoute. Mais entre l'écoute et aller sur les terrains, changer les choses, montrer cette fermeté et d'avancer, je pense qu'il y en aura le temps encore. Monsieur Bilger, lorsque nous avons évoqué ensemble, en amont, le thème de cette table ronde, de notre conférence, vous m'avez répondu « Je vais y penser comme lorsque je réfléchissais à mes réquisitoires ». Absolument. Est-ce que vous pouvez nous livrer aujourd'hui le contenu de votre réflexion? Voilà, mais je ne demanderai aucune condamnation, sinon peut-être, je le crains, celle qu'on m'imposera. Mais plus sérieusement, je suis confronté avec cette table ronde à un double handicap. D'abord, le sujet est tellement bon que je ne pourrais pas me permettre de le détourner selon mon habitude. Deuxième élément, c'est plus subtil. Je respecte profondément les gens qui sont sur ce plateau. Je les admire. Et ça n'est jamais facile de débattre avec des gens qu'on aime beaucoup. C'est tellement bien d'avoir des ennemis. Là, manque de chance, vous m'avez offert des intelligences que j'aime. Mais une fois que j'ai dit cela, je vais tenter de traiter le sujet le plus rapidement possible. D'abord, évidemment, lorsque on entend cette belle question, peut-on s'engager avec nuance? On a tendance à passer trop vite sur l'exigence d'engagement, comme si en réalité l'engagement était le comportement naturel de tous les gens qui pensent, de tous ceux qui s'agitent dans le débat public. Or, mon expérience, qui commence à devenir trop longue, me démontre qu'en réalité, beaucoup de personnes sont beaucoup plus attirées par la volonté de s'effacer que par le courage de s'engager. Et l'engagement est une notion qui est en réalité très rare.
elle impose des qualités d'affirmation de soi, elle impose une qualité d'identité, elle impose de sentir d'une certaine manière nécessaire au débat public, mais elle n'a rien à voir, cette notion d'engagement, avec l'idéologie, avec la partialité, avec l'hémiplégie, avec l'enfermement dans une certaine pensée. Je songe parfois à ces plateaux de droite où la droite parle à la droite, ou à ces plateaux de gauche où la gauche monologue avec la gauche. C'est épouvantablement ennuyeux et c'est terriblement prévisible. Donc, l'engagement est fondamental. C'est une certaine manière de s'impliquer, de se montrer sans l'ombre d'un narcissisme ni de vanité dans l'espace intellectuel où on vous a sollicité et on a pour mission que de parler le plus librement possible, en ayant absolument en soi la détestation de l'enfermement dans cette tendance si naturelle qui fait qu'un être a besoin de toujours penser la même chose pour se sentir au chaud dans ses convictions. Mais une fois que j'ai dit que l'engagement est plus rare qu'on le pense, il faut que j'en arrive au terme de nuance. La nuance, et si vous me le permettez, Rachel, j'aurais structuré en effet mon propos, que j'espère dans les limites temporelles que vous souhaitez. D'abord, l'affirmation de soi, l'engagement est fondamental. Et deuxième élément qui me semble capital, c'est l'obligation d'une éthique du dialogue. Je veux dire par là que pour pouvoir s'engager avec nuance, au pluriel, ça veut dire que lorsqu'on s'adresse à un public, sur un plateau médiatique ou ailleurs, devant un public choisi comme le vôtre, eh bien, il faut d'abord avoir dans la tête les vertus intellectuelles et morales d'écoute quand vous poserez des questions tout à l'heure, de respect, d'estime, de modestie, et donc comprendre qu'il n'y a pas d'engagement avec des nuances qui puissent se dissocier d'une forme profonde d'humilité à l'égard de ceux qu'on a à convaincre. Et ça, c'est capital. Autrement dit, d'abord, soi-même. On s'examine, on se veut porteur de quelque chose qui peut être remarquable sur le plan intellectuel. Mais bien sûr, ça veut dire aussi cette éthique du dialogue qu'une fois qu'on a tenté d'exercer à son égard de la rigueur intellectuelle, eh bien, on tente de l'offrir à celui avec qui l'on parle, et qu'il soit en contradiction avec vous ou qu'il vous approuve. Ceux qui vous approuvent sont extrêmement flatteurs pour votre ego, mais finalement, ils ne donnent guère prise au talent qu'on peut avoir parce qu'on est obligé d'approuver la pensée qu'ils expriment puisque c'est la vôtre. Mais en réalité, derrière cela, ça veut dire que lorsqu'on est conscient d'un engagement avec des nuances, que celui qui est en face de vous, sur tant de plateaux, je le vis, c'est d'abord quelqu'un qui peut avoir raison. C'est quelqu'un qui vous apporte le doute que parfois vous êtes incapable de faire naître en vous. C'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est quelqu'un à l'égard duquel on ne doit pas être sommaire ni péremptoire, parce que ce sont des qualités tellement faciles à adopter. Le simplisme, qu'il soit de droite ou de gauche, est insupportable. Et la complexité de la vie qu'on est capable de rendre accessible par un verbe qui tente d'être le moins mauvais possible, c'est tout de même l'idéal d'un débat intellectuel. Autrement dit, l'éthique du dialogue, à mon sens en tout cas, signifie qu'à tout moment, lorsqu'on s'engage avec les nuances qu'on veut, on admet que de l'autre côté, il puisse y avoir une virtualité, un futur qui pourrait vous permettre d'infléchir ou de contredire même votre propos initial.
Cela est fondamental. Et je termine d'abord et par quelque chose qui me semble important. Combien de fois j'ai vécu des moments difficiles, presque douloureux, où on avait l'impression qu'une personne qui n'était pas accordée à la pensée dominante avait véritablement non pas l'intention de contredire une idée, mais de détruire le personnage qu'il avait. On n'est pas dans une guerre civile, on est dans un débat intellectuel humain où à la fois il faut s'engager, à la fois il faut respecter l'éthique du dialogue. Eh bien, puisque je suis encore à peu près dans les temps, ma chère Rachel, une seconde. On pourrait laisser penser que, en définitive, être libre, s'engager, avec des nuances, certes, est quelque chose qui est très difficile, très douloureux, qu'au fond, à chaque seconde, il faut prendre attention à soi et se méfier des autres. Mais je voudrais terminer sur une note d'espoir. Je suis frappé de voir à quel point aujourd'hui, il n'est pas une intelligence, pas un esprit qui, après avoir osé parler librement, ne s'excuse pas le lendemain. Combien de repentances, pas seulement historiques, combien de révisions, combien de rétractations. On peut être à peu près sûr que le commun des gens qui viennent sur les plateaux médiatiques disent aujourd'hui une vérité forte qu'ils éprouveront le besoin de contester demain parce que les médias les accableront. Non, il faut accepter l'idée que la liberté d'expression dont on use, eh bien, elle a une rançon. Et on ne saurait priver les autres de cette liberté d'expression dont on paye la rançon, mais c'est notre honneur. Merci. Merci. Je vais vous prêter les intervenants pour un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Je vois les mains se lever comme aux enchères, c'est extraordinaire. Monsieur, je crois que vous avez été le premier. On va vous apporter un micro. 1, 2, 3, 4, 5e, 6e rang. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord faire le parallèle avec un événement qui s'est déroulé l'année dernière. Ah pardon, je me présente, Simon Bizor d'abord. J'habite Saint-Raphaël et je voudrais faire un parallèle avec un événement qui s'est déroulé l'année dernière à Saint-Raphaël, qui était le courage en politique. Je crois que vous aviez votre place en totalité pour cet événement, mais là, aujourd'hui, c'est la nuance. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en politique, il n'y a pas de nuance? Mais je voudrais quand même, avant que vous répondiez à cette question, souligner et vraiment remercier l'imam Chalgoumi et M. Boualem Sensal, que je viendrai voir dimanche, de votre courage. Parce que c'est non seulement un engagement sans nuance, mais avec courage. Et ça, dans une démocratie, dans un pays occidental, c'est facile de ne pas avoir de nuance. Mais la religion du livre dont je fais partie me fait dire que votre engagement est sans nuance et courageux. Et je voudrais remercier également Shannon Seban qui a décidé de venir parler un Shabbat à Saint-Raphaël. Bravo. Merci. Alors, est-ce que c'est une remarque qui est adressée à quelqu'un en particulier ou est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Rachel, si vous permettez, contrairement à ce que pouvait laisser croire monsieur dans son intervention, le courage et la nuance sont très complémentaires. L'absence de courage aujourd'hui dans le débat politique et intellectuel est peut-être le signe le plus éclatant de la pauvreté de notre monde.
Et par ailleurs, cette excellente interrogation sur l'obligation d'avoir des nuances va de pair avec le courage. Pour avoir des nuances, surtout dans un certain monde, il faut avoir du courage. Monsieur Chalgoumi. Merci, cher monsieur. Vous savez, la période qu'on le vit aujourd'hui, pour moi, il nous faut deux qualités, la clarté et le courage. Parce qu'on ne peut pas avoir nuance vis-à-vis du 7 octobre, Hamas. On ne peut pas avoir cette langue double de langage de dire Hamas est un groupe résistant. Hamas, il a massacré les Palestiniens avant les Israéliens. Hezbollah, il a massacré les Libanais, les Irakiens, les Yéménites, avant de massacrer malheureusement les Israéliens. Avoir le courage et avoir la clarté, c'est la clé, je pense, que chacun de nous, société civile ou politique, doit l'avoir. Merci. Monsieur Driancourt. Oui, je voudrais compléter ce qui a été dit tout à l'heure. La référence à Boualem Sansal, je crois que c'est très, très juste, parce que nous, en France, ici à Saint-Raphaël, nous pouvons avoir et du courage et de la nuance, mais quand on habite comme Boualem Sansal à Boumerdès, l'ancien Rocher Noir en Algérie, et qu'on vit dans un environnement qui est un environnement policier, avoir du courage et de la nuance en même temps, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut faire ici. Donc, effectivement, l'imam Chalgoumi, Boualem Sansal, ils ont beaucoup plus de courage que moi, ici à Saint-Raphaël. Madame Sevin. Et je vais juste me permettre effectivement de rebondir sur cette notion de courage-là. Encore une fois, je vais nuancer les propos de mes camarades autour de cette table ronde. Tout dépend du sujet, encore une fois. Tout dépend du sujet, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels on ne peut pas faire preuve de nuance. Et à celle de le rappeler à très juste titre, tout ce qui a trait au 7 octobre et à celles et ceux qui ne veulent pas condamner ce qui est le plus grand pogrom de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, bon, là-dessus, moi, je suis d'accord pour ne pas faire preuve de nuance. Et justement, dans ce cas-là, c'est faire preuve de courage que de ne pas faire preuve de nuance. Et dans d'autres cas, au contraire, effectivement, il y a certains sujets sur lesquels faire preuve de nuance, c'est faire preuve de courage, parce que le cas contraire, c'est de la lâcheté. Et donc, il y a vraiment, encore une fois, je crois, une analyse au cas par cas, si je puis dire, des sujets sur lesquels on doit et on peut faire preuve de nuance. C'est la fameuse différence entre nuance et ambiguïté qu'on a abordée aussi En même temps, je ne veux pas créer un débat interne. Tout dépend ce qu'on appelle... il y a des sujets sur lesquels, bien sûr, il est intellectuellement valable et moralement sain d'avoir une opinion, mais je suis inquiet lorsque vous dites qu'il faut avoir une conviction obligatoire. Je veux dire... Rien de pire que même de laisser entendre qu'on pourrait interdire une pensée. Moi, ça me perturbe. Pour répondre et pour rebondir, parce que je pense que ce débat interne aussi est intéressant, il y a certains sujets sur lesquels je suis extrêmement mal à l'aise avec la notion de nuance. Et je les ai énoncés. Si on prend l'exemple du 7 octobre, encore une fois, là-dessus, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut faire preuve de nuance. Le 7 octobre est une barbarie absolue, mais la nuance pouvait apparaître dans la suite, alors que parfois on ne l'a pas vu apparaître. Après, on peut examiner une réalité tragique dans toutes ses composantes. Je veux dire, l'intelligence humaine, elle est faite pour tout apprivoiser. Oui, mais peut-être. Mais en l'espèce, il y a peut-être un cas pratique et un cas concret sur lesquels je pense que... Ça, dans mon cas personnel et que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est que dans cette fameuse aventure électorale face à la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, j'ai vraiment compris comment fonctionnait ce parti politique et j'en ai fait quasiment une analyse, j'ai décortiqué ce parti politique. Je suis par ailleurs élue en Seine-Saint-Denis où 12 députés sur 12 sont aux mains du nouveau Front Populaire et 9 circonscriptions sur les 12 sont aux mains de La France Insoumise. Donc je commence à comprendre assez bien leur mode de fonctionnement, leur stratégie de pensée, le communautarisme, le clientélisme électoral qui sert leurs élections respectives. J'ai essayé, je vous assure, j'ai essayé de faire du cas par cas avec les membres de La France Insoumise. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que, très sincèrement, ils n'ont
Pour eux, la nuance n'existe pas. Et j'ai envie de dire, ils sont même très cohérents et très logiques dans leur façon de penser. Pour eux, la radicalité la plus absolue, l'extrémisme le plus absolu, la paresse intellectuelle, c'est pour eux une forme de courage. C'est un mode de pensée, c'est un schéma qui est complètement différent. La nuance leur est absolument étrangère, voire même une insulte. Donc leur demander de faire preuve de nuance, pour eux, ça n'existe pas. Et pour avoir partagé un bon nombre de débats sur des plateaux télévisés avec des membres de la France Insoumise, comme avec des membres par ailleurs de l'extrême droite de manière générale, il n'y a pas de nuance possible. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, je ne leur en veux même pas. Cela fait partie de leur mode de pensée et ça plaît à une partie peut-être de leur électorat. Mais je crois que si on continue à fonctionner comme ça, dans ce genre de chapelle très radicale, on ne pourra pas avancer dans l'intérêt collectif. Et moi, ce qui m'intéresse in fine, je préfère dans ce cas-là perdre mon mandat électoral de conseillère municipale à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, mais moi, ce qui guide mon réveil chaque matin, c'est agir dans l'intérêt des Français. Et je crois que agir dans l'intérêt des Français, aujourd'hui, ça implique plus que jamais de savoir mettre de l'eau dans son vin, de faire preuve d'un esprit de compromis et d'accepter de débattre. Et encore une fois, d'accepter de débattre avec tout le monde. Quelle que soit la sensibilité politique ou quelle que soit sa position sur l'échiquier politique, il faut pouvoir débattre avec tout le monde. Parce que si on veut pouvoir combattre une idéologie, il faut pouvoir débattre avec cette idéologie. On va continuer de prendre des questions. Les mains se lèvent. Alors, monsieur... Bonsoir, Jacques Balestier de Saint-Raphaël. J'ai une notion que je voulais mettre qui me tient fort à cœur. Je voulais en parler hier, mais le gong a retenti, donc je n'ai pas pu avec l'exposé de notre ministre. C'est la notion qui, pour moi, dans l'engagement, est indissociable, c'est la notion d'exemplarité. C'est-à-dire que si on n'a pas un engagement avec, en étant exemplaire, la confiance, on perd la confiance, hein, absolument. Et pour moi, cette notion d'exemplarité, qui s'ajoute un petit peu à tout ce que vous venez de dire, est indissociable. Et par exemple, pour reprendre un petit exemple récent, l'engagement de l'abbé Pierre, par exemple, qui était très fort louable, hein, a fait que, du fait de son parcours, il y a une perte de confiance en son engagement qui a été proportionnel à cette déception. Voilà. Et je voudrais ça, oui. Alors ici, bien sûr, on a sur ce plateau, quelqu'un qui a fait preuve d'une exemplarité de haut niveau. Est-ce que dans cette exemplarité, d'abord, il peut y avoir des nuances? Là, j'en vois une, c'est-à-dire que quand on est très exemplaire à un niveau supérieur, il peut y avoir un danger extrême aussi. En tout cas, merci à ceux qui font preuve de cette exemplarité dans leur engagement. Merci. Alors, sur l'exemplarité... C'est tout de même, si j'ai bien saisi ce que disait monsieur, s'il fallait être exemplaire pour parler, je vais me taire à vie. Non, mais en fait, je n'ai pas bien compris par moment une question d'articulation. Et pour l'abbé Pierre, vous voyez, je ne vous rejoins pas. Ce qu'il a fait, s'il l'a fait, c'est odieux, mais il reste dans la part de cet être-là des choses qui ont été bien. Il faut arrêter de rêver d'une personnalité tellement parfaite que globalement on pourrait l'admirer. Je sais qu'on panthéonise à tour de bras, mais tout de même, personne n'est irréprochable, peut-être même dans cette salle. Alors, il y avait une question de monsieur en vert. Et ensuite, on prendra la question de madame qui attend depuis un certain temps. Je vous ai vu, je ne vous oublie pas. Oui. Je me présente, Gérard Sedboun, j'habite à Fréjus. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, toutes et tous, pour l'excellence de cette conférence. Juste une petite question sur la nuance. Est-ce que les chaînes d'information en continu, finalement, ne jouent pas contre la nuance?
Il est évident que quand il y a des débats à longueur de journée et qu'il faut faire de l'audience et il faut faire du buzz, eh ben on a tendance à inviter les gens qui ne font pas vraiment dans la nuance. Je pense que ça peut jouer contre un débat serein où chacun avance ses arguments, argument contre argument. Voilà, je voudrais vous interroger, Madame Seban ou Monsieur Chalgoumi. Voilà. Monsieur Chalgoumi. Vous avez raison. Vous savez, une exemple de fois, nous, rabbins ou imams ou prêtres ou d'autres, on a 15-20 minutes la prêche. Mais les médias, ils ont la peur de responsabilité en face de eux, des citoyens, pendant 6 heures. Presque un lavage de cerveau. Et au lieu d'aller dans le sens positif, c'est une vérité. Hein. Vous savez, un des responsables, le patron d'une chaîne télévisée, je lui ai demandé, vous savez, mon ami, je peux vous donner un peu une anecdote sur votre chaîne? Il m'a dit non. Il y a un couple, il regarde la chaîne le soir, il a dit à sa femme, si je vois un arabe, je jette de la fenêtre. Sa femme, elle a dit, t'as oublié, t'es un arabe. Et ça fait que ça, c'est leur force de la chaîne. Et là, à la fin, il rigole, il m'a regardé. Ça, on a une part de responsabilité. Comment éduquer notre société? Parce que la responsabilité, pas seulement sur la politique. En changeant Macron ou notre Premier ministre ou d'autres, ce n'est pas la société qu'elle change. Il faut que la société, elle change. On a un problème d'éducation. On a des parents qui ont abandonné. On a aussi manque de collectivité, manque de violence sur l'autre. Si on arrive à faire ça, si on arrive à préparer cette génération, croyez-moi, on aura les politiques qui le méritent. Madame Seban, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, absolument, peut-être rebondir. Moi, je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien que sur les plateaux télévisés ou même dans d'autres hémicycles qui peuvent accueillir du débat, on a besoin, comme si que pour en ressortir le miel, il fallait effectivement confronter des points de vue qui étaient radicalement différents pour justement aboutir au cours du débat à quelque chose qui soit plus ou moins constructif et essayer d'aboutir à un juste milieu. Force est de constater malheureusement que c'est rarement le cas et je prends effectivement comme exemple les médias. Oui, vous avez raison, aujourd'hui, les médias jouent un rôle dans la construction d'une idée collective autour d'un sujet. On voit bien à quel point les médias sont orientés. Et moi, je vous le dis ici sans aucune ambiguïté, et je l'ai condamné sur mes réseaux sociaux il y a quelques heures, je ne comprends pas, aujourd'hui, samedi 28 septembre, que Le Monde puisse présenter Nasrallah comme étant un chef charismatique. Ça, je ne le comprends pas. Et je le dis ici sans aucune ambiguïté et sans langue de bois, pour le coup sans nuance, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc on voit bien que dans la ligne éditoriale qui peut être choisie, par un journal, par un média, il y a une responsabilité qui est très forte. En revanche, dans la construction du débat, moi je trouve cela plutôt sain que d'opposer des opinions qui sont radicalement différentes pour essayer justement d'aboutir à un consensus. Si le débat se construit autour du consensus, il n'y a pas de débat possible. Dans la construction du débat, vous avez besoin aujourd'hui d'opposer des points de vue qui sont complètement différents. Et charge à chacun ensuite d'endosser cette responsabilité que de mettre de l'eau dans son vin, de l'eau dans son vin pour accepter de comprendre l'autre, de démonter son argumentaire et oui, de trouver des points de compromis, des points de raccordement, de trouver des points de consensus. Mais on a besoin aujourd'hui, et je suis heureuse qu'on ait aujourd'hui une Assemblée nationale dans laquelle on a effectivement l'ensemble des sensibilités politiques qui puissent être représentées parce que c'est le reflet du tissu français. Et donc on doit pouvoir avoir une représentativité qui soit exprimée. Alors, je ne sais pas si madame a toujours une question. Oui. C'était pour monsieur l'imam qui m'a appris que l'islam était différent suivant les pays, ce que je ne savais pas. Je croyais que c'était une question de culture, d'éducation, de niveau social, etc. Et je voudrais savoir si monsieur l'imam s'intéresse à un dialogue pour avoir un minimum de consensus sur l'islam. Alors, je vais me permettre de reformuler peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les différences? Madame était surprise, donc l'islam en Indonésie ne soit pas le même qu'au Maroc ou qu'en Égypte.
Oui, merci. Vous savez, il y a 14 siècles quand même, dans l'école, dans l'islam, il y a deux courants qu'on le connaît médiatiquement, sunnite et chiite. Par exemple, Nasrallah, c'est la tête, le blé du monde, le monstre de chiisme. 20%. Les rangs, ce sont des chiites. Les bons, une partie. Et 80%, ce sont des sunnites. Les sunnites, les pratiques sont différentes. Et dans le sunnite, il y a plusieurs écoles. Les malikites, les hanafites, les shafi'ites, les hanbalites, il y en a plusieurs écoles. Les pratiques, en général, l'islam, dès qu'il est rentré, il s'est adapté par la culture. En allant au Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Tadjikistan, vous voyez les habits, c'est différent culturellement, les pratiques, la manière. En allant en Turquie, pareil, en allant en Tunisie aussi, s'habiller. Ça fait qu'en général, l'islam, je parle de côté positif, spirituel, elle s'adapte avec la culture, la langue. Quand vous allez au Ouzbékistan, la prêche n'est pas en arabe. Juste les versets coraniques sont en arabe. Mais le reste sont dans la langue actuelle, comme au Maroc, comme en Tunisie, ailleurs. Et après, l'histoire, il y en a plusieurs lectures, plusieurs visions. Et ça, malheureusement, la faute de certains d'une minorité qui essaie de défendre l'islamisme en croyant que ce sont les musulmans, et les autres critiquer les musulmans en croyant que ce sont des islamistes. Vous savez que je parle de deux extrêmes. Les musulmans, en général, il n'y a pas une identité unique. Ça n'existe pas. L'islam, c'est un livre, mais il y a plusieurs interprétations, plusieurs écoles. Et nous, les Français, je parle, la République, elle peut choisir l'interprétation le plus pacifique, modérée, qu'elle existe. Et c'est là qu'on peut le tolérer parmi nous, qu'elle existe dans la masse des musulmans français. On a une question tout au fond, dernier rang, près du radiateur. Merci. Je voulais vous remercier d'abord pour vos interventions qui étaient toutes très intéressantes. Moi, j'aimerais vous poser une question qui a en lien la jeunesse. Alors, il y avait une conférence hier, effectivement, qui en parlait en partie, mais moi, j'aimerais poser une question sur la jeunesse et la nuance. On l'a vu lors des dernières élections, la jeunesse s'est majoritairement dirigée vers les partis qui ne revendiquent pas la nuance comme principale ligne politique, pour ne pas citer, par exemple, la France insoumise. J'aimerais savoir si la jeunesse peut encore s'engager pour de la nuance, notamment à l'ère des réseaux sociaux qui exacerbent les tensions et qui font la prime à la polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore être jeune et s'engager pour la nuance ? Alors, je vais poser la question peut-être juste avant à Madame Seban, et puis je vous donne la parole, qui a fait une campagne. Merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, je pense qu'elle est importante. Tout d'abord, je crois qu'on peut tous et toutes se réjouir que la jeunesse dans notre pays s'intéresse au combat politique et au débat politique de manière plus générale. Ça, moi, je m'en réjouis, et effectivement, je vois une certaine ferveur, une certaine appétence pour le débat politique qu'on avait peut-être un petit peu moins auparavant. En revanche, attention à la ligne rouge et à ne pas tomber dans la radicalité. Et force est de constater aujourd'hui, et les sondages et les chiffres le prouvent, qu'on a une certaine polarisation de l'engagement de la jeunesse vers les extrêmes. Et donc la question se pose effectivement de savoir si pour ces jeunes-là, ils peuvent concevoir l'engagement politique et un engagement politique efficace avec de la nuance. Aujourd'hui, les chiffres prouvent dans notre pays qu'effectivement une majorité des jeunes votent aux extrêmes, extrême droite pour une grosse partie et extrême gauche aussi pour une part importante. Pourquoi ? Parce que vous avez des discours qui sont à mon sens extrêmement séduisants. Moi je le vois en Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine, 40% de la population il y a moins de 25 ans. Bon, il faut se rendre à l'évidence et l'accepter. Aujourd'hui, on a certains jeunes qui se laissent attraper, séduire par des discours extrêmement séduisant. Et quand on est un primo-votant, quand on aspire à déposer pour la première fois un bulletin dans l'urne, et bien forcément, quand vous avez un parti politique qui vous promet une gratuité sur l'eau, sur l'électricité, sur les transports, une retraite à 60 ans, un SMIC à 1 600 €, waouh, on fonce. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'argent magique, qu'on est dans un pays qui, effectivement, est en déficit, qu'on a une situation budgétaire qui est difficile, notamment après les efforts qui ont été consentis lors de la crise de la Covid-19, et que non, il faut faire preuve de réalisme. Et il ne faut pas aujourd'hui que la jeunesse dans notre pays fasse preuve d'une certaine paresse intellectuelle et se laisse séduire par des discours qui sont
qui sont tout simplement trompeurs. Et donc oui, je crois que notre jeunesse ne doit pas être dupe, et n'est pas dupe d'ailleurs, et qu'il y a une voie médiane qui doit exister. Mais pour cela, il faut effectivement faire preuve d'un dépassement, d'une recherche par soi-même de l'information. Et dans un monde qui est submergé par un flot d'informations absolument considérable, quand on voit les fake news qui circulent ici et là, effectivement, ça implique pour les jeunes et pas que, pour les moins jeunes d'ailleurs, pour nous toutes et tous collectivement dans cette salle, à revérifier l'information par 2 fois et à réfléchir avant de s'engager. Monsieur Bilger. Oui, je vous remercie pour cette question parce que elle va me permettre de répudier une attitude que je déteste, c'est ce que j'appellerais le jeunisme. Vous savez ce que disait, quelqu'un a dit un jour, si la jeunesse est un défaut, on s'en corrige vite. Ça n'est pas Michel Barnier qui a dit ça, c'est Goethe. C'est presque aussi bien. Et objectivement, pourquoi est-ce que la jeunesse vous donne cette impression d'être, en gros, je schématise, un peu simpliste dans ses choix? C'est que, et là je ne vais pas faire dans la démagogie habituelle, c'est que profondément, une certaine part de la jeunesse d'aujourd'hui manque totalement de la culture des humanités et surtout n'a pas cette vertu que les adultes n'ont pas davantage et que j'oublie parfois moi-même, c'est la capacité de penser contre soi-même. Le en même temps macronien a fait beaucoup de mal, parce qu'en réalité, politiquement, il est une absurdité, mais pour l'intelligence, il est irréfutable. Et donc, jeunes ou moins jeunes, on est d'une certaine manière condamné, et malheureusement on ne le fait pas, à penser contre soi au moment même où on énonce une idée à laquelle on adhère. C'est fondamental, ce travail qui doit se passer à l'intérieur de vous-même, et les jeunes ou les moins jeunes, c'est comme ça qu'on aboutit peut-être au choix de solutions moins simplistes, me semble-t-il. Mais elles ne sont pas liées qu'à la jeunesse. Madame. Alors, on va vous apporter un micro. Oui, mais comme il y a un enregistrement, ça va être un peu compliqué. Merci. Non, j'aurais souhaité que monsieur le diplomate qui a œuvré en Algérie nous parle un peu plus de son expérience, parce qu'on l'a peu entendu et je pense qu'il a des choses très intéressantes certainement à nous dire. Voilà, sur vous avez raison. La manière dont il a pu s'engager avec ou sans nuance avec le gouvernement algérien au vu de la situation reliée à l'immigration, des problèmes hélas dramatiques et actuels des OQTF, etc. etc. Donc voilà, je pense que je ne suis pas complètement hors du sujet et du débat. Tout ça a à voir avec l'engagement, avec ou sans nuance. Merci. Non, c'est pas une. Pour le coup, c'est pas une question d'engagement, parce que on nous demande d'abord. Didier Lesky le confirmera sans doute un peu plus tard. On nous demande d'abord, quand on est fonctionnaire, haut fonctionnaire, d'appliquer un certain nombre d'instructions du gouvernement. Mais parallèlement, on peut avoir aussi, et c'est ça la force de la fonction publique, ou en tout cas, comme je l'ai vécu pendant 40 ans, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pouvoir d'orientation, d'impulsion, de conseil. Je donne un exemple très simple, mais pendant mon mandat en Algérie, mon deuxième mandat en Algérie, donc quand il y a eu cette crise du Hirak, donc ce mouvement populaire qui a duré 1 année et qui a abouti à la chute de Bouteflika, je disais à ma voisine tout à l'heure, ça m'a même valu la visite de Madame Panot qui venait défiler, manifester en Algérie. Elle ne savait pas pourquoi, mais comme elle a été arrêtée dans un commissariat de police, il a fallu envoyer les gendarmes de l'ambassade pour la délivrer, mais ça ne l'empêchait pas de tweeter comme quoi la police tue. Je ferme la parenthèse. Et donc, pendant cette crise du Hirak, on m'a dit un jour, le président de la République va vous appeler pour avoir votre avis. Alors, il a fallu effectivement lui donner mon avis de diplomate, mais en même temps de petit connaisseur de l'Algérie, où j'avais déjà passé 6 ans.
Et donc, voilà, je lui ai dit ce qu'il faut faire, comment je voyais les choses, ce que moi, je conseillerais de faire. Et puis après, c'est le pouvoir politique qui décide. Et puis un peu plus tard, quand le président algérien Tebboune a été élu, la première fois, on m'a demandé ce qu'il fallait faire comme message de félicitations. Et j'ai conseillé de dire qu'on prenait note simplement. Alors aujourd'hui, ça nous est reproché parce que prendre note en langage diplomatique, ça veut dire qu'on est franchement contre. C'est pour ça sans doute qu'aujourd'hui, le président de la République s'est fendu d'un message de félicitations extrêmement chaleureux pour compenser l'absence de nuances 5 ans avant. Alors on a une question. Deuxième rang. Bonjour, je me présente, Louis Garavaglia, étudiant à HEIP Rennes. Alors je voulais rebondir sur ce que Madame Seban avait dit à propos des partis politiques et comme quoi fallait pas faire preuve de nuance quant à certains partis. Donc d'abord je voulais vous féliciter pour votre engagement politique et votre campagne extrêmement difficile cet été. C'est pas tout le monde qui serait allé face à Mathilde Panot dans sa circonscription, donc félicitations. Et je voulais vous demander si, est-ce que ne pas faire preuve de nuance face à ces partis politiques, c'est pas justement fermer le débat et empêcher le rapprochement du cercle politique vers le centre, entre guillemets. Merci. Merci beaucoup pour cette question, d'autant plus que la question que vous me posez, c'est une question que je me suis posée moi-même. C'est une question que je me suis posée moi-même parce que, avant d'avoir été candidate aux législatives, j'ai été candidate aux élections européennes au mois de mai et juin et j'ai sillonné le territoire français à la rencontre de nos concitoyens. J'ai même été jusqu'en Suisse pour parler d'Europe et pour parler justement de cette culture du compromis qui me tient énormément à cœur. Et étant pro-européenne convaincue et ayant travaillé au sein des institutions européennes, je veux aujourd'hui prouver que la culture du compromis, c'est possible à partir du moment où il y a une volonté. Et quand je me suis présentée face à Madame Panot, je suis partie, si vous voulez, avec un esprit très ouvert. Un esprit très ouvert, une démarche très républicaine, une envie d'avancer de façon constructive, et pas du tout dans une optique de partir au combat de façon frontale avec une envie de cranter cette campagne sous la thématique de l'adversité. Malheureusement, au bout d'une semaine de campagne, quand vous êtes viré à la mano d'un marché pour votre identité, forcément, malgré vous, si je puis dire, vous devez changer de dimension et si vous vous laissez, impressionner par ceux qui hurlent et ceux qui aboient plus fort que vous reculez et dans ce cas-là, vous rentrez à la maison et c'est fini. Donc non, dans ce cas-là, il faut hurler plus fort et il faut prouver au contraire que vous avez le droit d'être là, de faire campagne et de faire vivre la démocratie et de faire vivre justement une idée qui est différente de la vôtre. Mais quand j'ai abordé cette campagne de façon très gentille, très douce, comme un agneau, en essayant de saluer les militants de la France insoumise sur le terrain, d'essayer de dialoguer avec eux de façon républicaine, de leur tendre la main, face à moi, j'avais un refus d'obstacle. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est du donnant-donnant, je crois. Et surtout, je crois que chacun doit faire un pas vers l'autre. Et vous avez aujourd'hui certains partis politiques qui, dans notre pays, voient dans ce aller vers, dans cette acceptation d'une conviction qui est différente de la leur, une forme de lâcheté, une forme de faiblesse. Alors que non, la nuance, ce n'est pas faire preuve de tiédeur de façon systématique. Tout dépend, et je crois que dans le débat politique aujourd'hui, la nuance est indispensable. Parce que si on reste tous retranchés dans notre coin, crantés sur nos positions et qu'on n'accepte pas la différence et justement le fait que quelqu'un d'autre puisse penser d'une façon différente, c'est ce qu'on appelle la dictature. Moi, ce que je veux rappeler aujourd'hui, ça relève d'une évidence, et je crois qu'on en convient toutes et tous ici, on est en démocratie. Et qui dit démocratie, dit effectivement la possibilité de débattre, dit le fait que dans une république comme la nôtre, le pouvoir appartient au peuple qui est exercé par le biais de ses représentants. Et donc ça implique de pouvoir débattre. Et donc, encore une fois, j'ai essayé, je vous assure. J'ai essayé de faire preuve de nuance. J'ai même essayé de faire du cas par cas avec les membres de la LFI. Malheureusement, ce n'est pas possible.
tout comme je n'arrive pas aujourd'hui à faire du cas par cas pour les membres de l'extrême droite. Parce qu'ils sont dans une posture qui est complètement différente de celle que vous évoquez, qui est la posture du compromis. Et donc il faut que ça change. Il faut que ça change, et pour cela, il faut montrer que c'est par la recherche du compromis, d'une solution équilibrée, qu'on peut arriver à aboutir à quelque chose de tangible. Et encore une fois, moi je le dis, je le martèle souvent, compromis, c'est pas synonyme de compromission. Voilà. Et donc ça, c'est important de le rappeler, je crois. Monsieur Driancourt, on l'a dit, vous avez été ambassadeur en Algérie à 2 reprises. Des consignes sont données par le corps politique. Est-ce qu'au fil des années, ces consignes étaient plus engagées, si je puis dire, au contraire plus molles? Quelle était un peu la marge de manœuvre que vous aviez? Est-ce que le politique avait le courage de ses idées, de ses ambitions? Non, en fait, il n'y a pas beaucoup de rationalité dans les choix politiques. Souvent, c'est un peu le fruit du hasard. Je disais, quand je m'occupais de ça, des nominations d'ambassadeurs, que ce n'est pas une science exacte. Bon, il se trouve qu'on m'a nommé une 2e fois en Algérie parce que j'imagine qu'on trouvait personne d'autre. Et puis peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des difficultés avec la maladie puis le décès de Bouteflika auquel on s'attendait. Et donc, comme j'avais déjà fait un mandat de plus de 4 ans en Algérie quelques années avant, on a pensé que j'étais le bon connaisseur du pays. Mais je suis parti la 2e fois en Algérie sans véritables instructions concrètes, parce qu'en plus, j'ai été nommé à la fin du mandat de François Hollande, et puis Emmanuel Macron ensuite a été élu président de la République. Donc une nouvelle approche vis-à-vis de l'Algérie, avec justement, je le rappelais tout à l'heure, sa fameuse phrase, la colonisation, crime contre l'humanité. Donc il a fallu après, je me donnais dans le fond mes propres instructions pour répondre à votre question. C'est un luxe. Alors, on va prendre une dernière question et ensuite il nous faudra boucler et passer à la table ronde suivante. Madame. Merci. Merci pour cette belle conférence. Merci d'être venu bien dialoguer avec nous. Moi, à tous, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas que le monde actuel est violent? Et de par cette violence, nous manquons de nuances. Madame, vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Je suis cette Assemblée nationale et je ne vois pas de nuances, je vois de la violence. Monsieur, vous êtes beaucoup sur les plateaux avec Pascal Praud, je vous suis beaucoup. Et dans vos émissions, je ne vois pas de nuances, je vois que de la violence. Alors je voudrais que vous m'expliquiez comment vous pouvez faire pour arriver à cette nuance et enlever cette violence. Merci. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Bilger et Madame Sebon, et je vais vous demander de le faire en 30 secondes. En une phrase. En une phrase. Oh, vous êtes formidable. Chère Madame, non. On ne peut pas dire que sur les plateaux de Pascal Praud, l'alternative soit entre la violence et la nuance. Je dirais plutôt qu'elle existe entre le monologue de l'animateur et le relatif silence des chroniqueurs. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale? Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, je vais vous répondre de façon très claire, et là encore sans langue de bois, oui, vous avez raison. Vous avez raison. L'Assemblée nationale, c'est devenu aujourd'hui un show. Le cirque bouglione. Le cirque bouglione parce qu'il n'y a plus le respect de l'institution, parce qu'on s'autorise tout, absolument tout. Mais vous remarquerez, malheureusement, que cette violence-là, elle émane le plus souvent des extrêmes. Et un bon nombre des exemples, malheureusement, de non-respect de l'institution émanent des extrêmes. Parce qu'ils n'ont pas compris aujourd'hui que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à avancer sur un bon nombre de sujets, et que cette violence qu'on repère à l'Assemblée nationale, c'est cette même violence-là qu'on repère ensuite dans la rue.
et qui contribuent à brutaliser notre société, à fracturer les Français, à diviser les Français, avec derrière et en filigrane, quand on prend le temps de se poser et de réfléchir, un seul intérêt, servir leur intérêt propre. Mais quid de l'intérêt des Français? On se le demande encore. Merci.